Dans cette vidéo, nous allons continuer notre série de petits cours en philosophie en nous intéressant à l'une des notions les plus intrigantes en philosophie, qui est le temps. Le temps est une notion assez étonnante, car bien que nous en fassions tous quotidiennement l'expérience, il est très difficile d'en avoir une compréhension précise. Dans notre vie de tous les jours, nous faisons tout le temps appel au temps. On va en cours dans une heure, on pense aux amis que l'on a vus le week-end, et parfois, en nous focalisant sur ce que nous faisons actuellement, nous vivons dans le moment présent. Pourtant, on ne peut pas le voir, l'entendre ou le toucher, mais on sent bien que le temps passe. Pour tenter de comprendre ce en quoi consiste le temps, nous allons dans un premier temps nous intéresser à son rapport avec l'espace. Car si nous faisons l'expérience du temps, n'est-ce pas finalement parce qu'il y a du mouvement? En effet, comment pourrait-on constater que le temps passe si l'univers tout entier était entièrement vide? Fondamentalement, quand on constate que le temps passe à partir d'une horloge, on le constate à partir du mouvement des aiguilles. Alors on pourrait se dire, d'accord, mais même si les aiguilles cessaient de bouger, le temps continuerait pourtant de passer. Alors oui, ce serait certainement le cas si seulement les aiguilles d'une horloge en particulier cessaient de bouger, mais est-ce que le temps existerait encore si toutes les horloges et tout ce qui compose l'univers cessaient également de bouger? Pour Newton, tout comme l'espace, le temps est un absolu. C'est-à-dire que même si l'univers était entièrement vide, le temps ne cesserait pas pour autant d'exister. Pour Newton, le temps a des propriétés qui lui sont propres en dehors de la matière qui compose l'univers. Ces propriétés sont que, par exemple, le temps coule dans une direction, ce qui signifie que le passé et le futur sont vraiment physiquement des choses différentes. Pourtant, c'est assez étrange, parce que les lois de Newton fonctionnent indifféremment si on inverse le cours du temps. Et c'est d'ailleurs la même chose pour des théories physiques plus récentes, comme la relativité ou la physique quantique. Le seul endroit en physique, en fait, où on ne trouve pas cette symétrie du temps, semble être lorsque l'on étudie des phénomènes thermodynamiques à une échelle macroscopique. On pourrait en effet inverser le mouvement d'un ballon, mais si on inverse le cours du temps en observant une tartine qui grille, ça paraît tout de suite bizarre. Car en dehors de cela, il semble bien que le cours du temps n'importe peu. Et l'une des grandes découvertes d'Einstein fut précisément la relativité du temps. Mais attention, on ne parle pas là d'une différence de perception de la durée subjective, comme on va le voir un petit peu plus tard avec Bergson. Einstein n'avait peut-être pas tout de suite vu la portée philosophique de sa découverte, mais un mathématicien de son époque, Hermann Minkowski, en comprit immédiatement les implications. En 1909, dans un article intitulé « L'espace et le temps », il montra que l'espace et le temps ne pouvaient plus être séparés en des entités différentes, mais qu'ils devaient être unifiés comme une même dimension, l'espace-temps. Pour des raisons presque personnelles, Einstein fut au début presque furieux à la publication de cet article. Mais après quelque temps, il finit par en accepter les conséquences et la portée. Et c'est précisément à partir de cette réalisation qu'Einstein put étendre sa théorie de la relativité restreinte et en faire une théorie de la relativité générale. Alors malheureusement, cela nous amènerait trop loin, mais c'est cette théorie qui ouvre la possibilité des voyages temporels et de tous les paradoxes qui y sont liés. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo à ce propos. Mais revenons un peu à des problèmes plus proches de nous. Comme nous venons de le voir, le temps est une des notions les plus importantes en physique. Mais le temps n'est pas qu'un problème physique, c'est aussi un problème psychologique. Nous faisons tous quotidiennement cette expérience. Lorsque nous nous ennuyons, le temps semble s'écouler à une vitesse extrêmement lente. Alors que lorsque nous nous amusons, ou que nous passons un bon moment, on dit que l'on ne voit pas le temps passer, comme si le temps s'écoulait à une vitesse plus élevée. Pour bien comprendre ce phénomène, nous pouvons reprendre la distinction que fait Bergson entre la durée et le temps. Pour Bergson, le temps est ce que l'on peut comprendre à partir du mouvement d'une horloge. Il est lié à un espace physique et on peut le diviser mathématiquement. Quand nous écoutons une mélodie, nous avons la plus pure impression de succession que nous puissions avoir, une impression aussi éloignée que possible de celle de la simultanéité. Et pourtant, c'est la continuité de la mélodie et l'impossibilité de la décomposer qui font sur nous cette impression. En d'autres termes, la durée pure n'est pas décomposable. On peut diviser dans l'espace le mouvement d'une trotteuse en autant de parties qu'elle traverse, mais nous ne pouvons pas diviser la durée qui s'écoule subjectivement lors d'une mélodie. Nous pouvons tous très simplement faire cette expérience dans la différence de temporalité entre le temps qui s'écoule sur l'horloge d'une salle de classe et la durée qui s'écoule différemment en fonction de l'intérêt que l'on porte pour le cours. Qu'il soit donc considéré physiquement ou subjectivement, le temps ne cesse de s'écouler. Et qu'il s'agisse de moments de plaisir ou de moments de tristesse, comme était déjà inscrit sur la bague de Salomon, tout passe. Mais alors, comment être heureux dans un présent qui ne cesse de se mouvoir? Comme le remarquait déjà saint Augustin, il n'est pourtant pas exact de parler de passé et de futur. En réalité, seul le présent existe. Qu'est-ce donc que le temps?
Si personne ne m'interroge, je le sais. Si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. Et pourtant, j'affirme hardiment que si rien ne passait, il n'y aurait point de temps passé, que si rien n'advenait, il n'y aurait point de temps à venir, et que si rien n'était, il n'y aurait point de temps présent. Or, ce qui devient évident et clair, c'est que le futur et le passé ne sont point. Et, rigoureusement, on ne saurait admettre ces trois temps, passé, présent et futur. Mais peut-être dira-t-on avec vérité, il y a trois temps. Le présent du passé, le présent du présent, et le présent de l'avenir. Toutes nos expériences ne sont vécues que dans le moment présent. Mais le moment présent est insaisissable. Nous pouvons donc faire l'expérience d'un moment de bonheur, mais bientôt ce moment ne sera plus qu'un souvenir. Son existence temporelle n'est plus réduite qu'à une pensée. Cela signifie que notre existence est comme prise en tenaille entre deux temps qui n'existent pas par le biais de notre conscience. Comme le disait Pascal, ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. Et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. On retrouve cette même idée dans de nombreuses philosophies et des sagesses antiques, comme le stoïcisme, l'épicurisme et le bouddhisme. Bien souvent, nous nous retrouvons à attendre quelque chose dans l'espoir que cela comblera un vide qui nous rendra finalement heureux. Ou alors, nous pouvons tomber dans la nostalgie et ressasser sans cesse certains moments passés. Mais que ce soit par le biais de l'espoir ou par le biais de la mémoire, ce bonheur ne se trouve jamais dans le moment présent. Or, le seul temps dont nous pouvons faire l'expérience, c'est pourtant le présent. En d'autres termes, il est inutile, voire nuisible, de rechercher le bonheur là où nous ne pouvons pas le vivre. Et dans cette quête d'un bonheur futur, l'un des dangers peut également consister dans l'espoir d'une vie extrêmement longue pour sans cesse repousser la crainte de la mort. Mais dusses-tu vivre 3000 ans et autant de fois 10 000 ans, souviens-toi pourtant que personne ne perd une autre vie que celle qu'il vit, et qu'il n'en vit pas d'autre que celle qu'il perd. Donc, le plus long et le plus court reviennent au même, car le présent est égal pour tous, et donc égal aussi ce qui périt, et la perte apparaît ainsi comme instantanée. Car on ne peut perdre ni le passé ni l'avenir, comment en effet pourrait-on vous enlever ce que vous ne possédez pas? Il semble en fin de compte impossible de pouvoir échapper au présent. Cependant, si une vie très longue ne semble pas nous permettre d'échapper à notre perte, qu'en est-il de l'éternité? Car l'éternité ne consiste pas seulement en un temps très long, mais en un temps qui ne peut avoir de fin. Par exemple, et avec une certaine ironie, on peut remarquer que l'existence de Marc Aurèle n'a pas complètement disparu, puisque près de 2 millénaires après sa mort, nous continuons de lire ses écrits. De la même manière, de nombreuses vies et de nombreuses œuvres semblent persister après la mort de leurs auteurs. Mais que vaut cette éternité qui n'est pas vécue? Souvent, nous sommes tentés de rejeter la pensée de la mort, mais à partir de nos connaissances scientifiques actuelles, celle-ci est pour le moment inévitable. Chaque personne possède une existence temporellement finie. Nous naissons à un certain moment, nous vivons une vie avec de multiples expériences, mais à la fin, nous mourrons tous. Cela signifie-t-il pour autant que la vie perdrait de sa valeur si elle n'était pas limitée par cette mort? Car, par la mort, beaucoup de nos expériences trouvent une certaine forme d'urgence. La procrastination a ses limites. Nous ne pouvons pas tout éternellement remettre à demain, car nous savons que nous cesserons d'exister bientôt. Mais pourtant, la vie ne posséderait-elle pas un charme nouveau si nous pouvions faire l'expérience de tout ce qu'il existe sans être limités dans le temps? La punition de Sisyphe pour avoir désobéi aux dieux est de soulever une pierre le long d'une colline et de la faire retomber éternellement. L'éternelle répétition de sa tâche rend son existence absurde. Pourtant, même dans cette tâche absurde, Albert Camus remarque que Sisyphe parvient à trouver de la joie dans son action. En serait-il de même pour nous si, tout comme la punition de Sisyphe, notre existence était éternelle? Donc, pour récapituler ce que nous avons vu dans cette vidéo, nous nous sommes dans un premier temps interrogés sur la nature physique et psychologique du temps. Tout le monde sait ce qu'est le temps, et pourtant il est très difficile de le définir précisément. Puis, nous avons vu que du point de vue de notre conscience, seul le présent existe. De ce fait, il est vain de chercher le bonheur dans le passé ou dans le futur, car nous ne pouvons vivre qu'au présent. Enfin, nous nous sommes interrogés sur les conséquences de l'éternité pour une vie humaine. Une vie qui ne serait pas menacée par la mort à son horizon vaudrait-elle finalement la peine d'être vécue? Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation philosophique du temps. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et puis, vous pouvez également me retrouver sur TikTok, Instagram et Twitter, où je poste d'autres petites vidéos qui pourraient également vous intéresser. Donc, je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.